Simplement, on ne va pas vous noyer de chiffres, mais quelques chiffres pour vous poser un petit peu le contexte. Donc, au niveau de la région, en 2016, les nouveaux logements, c'est environ 22 000 nouveaux logements. Donc, quand on dit 22 000 nouveaux logements, c'est tous logements confondus, que ce soit les appartements en immeuble collectif, les logements intermédiaires ou les logements individuels. Parmi ces 22 000 logements, une majorité nette d'individuels, à peu près 12 000 logements individuels, mais c'est aussi et surtout, c'est le chiffre qui, je dirais, fait sens par rapport à notre échange de cet après-midi, c'était en 2014 également 127 000 logements vacants, donc à peu près 6% du parc de logements existants. Donc on voit que c'est conséquent, donc c'est des logements qui sont existants mais qui ne sont plus habités. Pourquoi autant de logements vacants? Pourquoi une production du logement qui s'oriente majoritairement vers la construction neuve? Il y a plusieurs raisons à ça. Le fait que du coup, depuis de nombreuses décennies, c'est devenu le modèle dominant, en fait, un petit peu la référence qu'on ne re-questionne pas. On va un peu spontanément vers la maison pavillonnaire. D'une part, voilà, parce qu'on ne re-questionne pas cette filière-là, mais aussi parce que la réhabilitation est quelque chose qui peut faire peur. Donc l'objectif de notre échange cet après-midi, c'est de vous montrer en quoi il y a des intérêts, des qualités, et en quoi les difficultés qui peuvent vous sembler complexes sont tout à fait surmontables dès lors qu'on est bien accompagné. Sur le pourquoi, en fait, pourquoi mettre cette question sur le devant de la scène? Alors, il y a deux niveaux de réponse. Il y a un niveau qui se situe à l'échelle collective, sociétale, on va dire. Tout le monde en entend beaucoup parler, hein, c'est pas un scoop, mais on est dans une période de transition qui nécessite en fait de vraiment s'efforcer de préserver les terres naturelles et agricoles, mais également de réfléchir à la manière dont on consomme nos ressources naturelles. Donc là, c'est de multiples extraits de presse, mais on est à une époque où la manière de faire la ville, qui se faisait majoritairement en développement urbain, on ne peut plus continuer comme ça. En fait, la manière de faire la ville ça a déjà commencé, mais va se faire de plus en plus en renouvellement urbain. Donc, c'est des choses qui sont pas encore forcément complètement lisibles pour le grand public. L'objectif pour nous, c'est de montrer en quoi c'est non seulement souhaitable, mais ça peut être désirable, entre guillemets. Donc, des enjeux sociétaux globaux qui font que chaque projet individuel est à resituer en fait dans ces enjeux-là. Ensuite, un autre élément, c'est que ce que je disais, la réhabilitation est encore une filière marginale. Aujourd'hui, sur 200 000 pavillons construits chaque année, à peu près, 95% sont des maisons réalisées par des constructeurs, donc selon des maisons types, des modèles tirés de catalogues. Et seuls 5% de ces constructions sont réalisées par des architectes. Alors, pour autant, les architectes sont tout à fait en capacité en fait, de se positionner sur des projets de ce type-là, sur des projets de maisons individuelles. Ils ne sont pas dédiés qu'à des équipements ou des grands projets. Mais culturellement, c'est une démarche qui peut-être encore impressionner, ou en tout cas qui n'est pas encore généralisée au-delà, qui pour le moment se limite à 5%. Les projets de réhabilitation sont finalement une situation favorable au recours à l'architecte, puisqu'en fait, par définition, une réhabilitation nécessite un projet sur mesure. Et le propre du métier d'architecte, c'est bien ça, qu'on soit en neuf ou en réhabilitation, c'est bien de faire un projet sur mesure. D'où cette entrée dans le cadre des Journées nationales de l'architecture de la réhabilitation. Donc ça, c'est sur le contexte général. Je reviens juste en arrière. Oui, vous voyez que sur les photos, on vous a mis, je ne commande pas forcément les photos, mais c'est pour vous montrer la diversité de ce qui est possible et le fait que réhabiliter, c'est une contrainte, mais c'est aussi une liberté formelle. Donc pourquoi, après, au niveau individuel, aller vers un projet de réhabilitation ? Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a tout d'abord que le mariage d'une architecture contemporaine avec une architecture ancienne est souvent un mariage heureux. On ne part pas d'une page blanche, on part d'un préexistant qui enrichit le projet. Alors là, on a mis des photos de construction d'époques diversifiées. Qu'on parle d'une construction en pierre de 1800 ou d'une maison des années 70,
comment dire, la qualité constructive initiale du bâtiment sera bien sûr contrastée. Donc la qualité constructive sera un atout plus ou moins fondateur du projet au départ, mais dans tous les cas, on aura l'intérêt de la réhabilitation sera de poursuivre un récit, de raconter l'histoire d'une construction, de ses manières de s'intégrer dans un paysage et d'être habité. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois se pose la question de l'implantation, du gabarit, du travail des façades, des matériaux, et que les réponses sont très diverses. Et c'est cette diversité qui contribue aussi à faire de votre projet d'habitation un projet unique et sur mesure, ce qui est tout l'intérêt aussi du recours du coup à l'architecte et du passage par une maison qu'on vient améliorer. Un autre intérêt en fait à la réhabilitation, c'est que vous partez. Alors je l'ai dit tout à l'heure, hein, la construction initiale est plus ou moins riche entre guillemets, plus ou moins intéressante constructivement, mais très souvent il y a quand même des éléments qui sont très qualitatifs et qui témoignent de la mémoire du lieu en fait, qui peuvent témoigner d'une époque, qui peuvent témoigner d'un lieu, d'un territoire. Là, vous voyez par exemple les ferronneries sur la photo de gauche, le parquet ancien sur la photo centrale, la qualité de la rampe et du garde-corps de l'escalier, toutes les modénatures de la petite maison, enfin de l'élément de toiture que vous avez en haut à droite. Tout ça, ce sont des dispositifs, des détails constructifs qui seraient très difficiles en fait à obtenir sur un même niveau de finesse. Dans ce niveau de détail-là, hein, l'architecture contemporaine apporte bien sûr des qualités, des détails intéressants, mais qui ne seraient pas du même ordre, puisqu'en fait aujourd'hui on construit davantage, en tout cas pour le moment, avec des matériaux standardisés, industrialisés. Donc partir d'un bâtiment existant, c'est aussi avoir accès à cette qualité de savoir-faire en fait, et du coup c'est aussi alors on a écrit la patine du temps, voilà, on part pas d'une page blanche, on part de quelque chose qui a déjà une âme, qui a déjà vécu, et on vient rajouter son épaisseur de vie à ce bâtiment. Autre point qui nous semblait aussi important de souligner, c'est de dire que c'est pas parce qu'on part d'un bâtiment ancien, qu'on aura nécessairement des espaces contraints et inadaptés au mode de vie d'aujourd'hui. Ça peut être une inquiétude en fait de se dire on veut de la lumière, mais les maisons anciennes c'est des petits percements. Enfin, donc l'idée d'habiter plutôt que de se loger est tout à fait compatible avec la réhabilitation. Alors qu'est-ce qu'on entend par habiter plutôt que se loger ? Quand on dit ça, c'est de se dire que se loger, il y a un côté très fonctionnel en fait dans la manière de se mettre à l'abri en fait, et habiter, on retrouve une dimension supplémentaire qui est celle de la maison, qui est un prolongement de votre identité. Et là encore, on retrouve l'idée du projet sur mesure. Donc, on voit là au travers de ces espaces-là qu'on a à la fois des espaces qui sont tout à fait en cohérence avec les manières de vie qu'on souhaite aujourd'hui, et qui en même temps racontent quelque chose à partir d'un bâti ancien. Ce qui peut être aussi précisé, c'est que recourir à un bâti ancien, c'est aussi parfois s'autoriser et accéder à des surfaces plus importantes. Les standards actuels des logements neufs sont les surfaces sont assez petites en fait, et parfois partir d'un bâtiment ancien, c'est l'occasion d'avoir des surfaces un peu plus grandes dans des secteurs qui sont plus difficilement accessible en construction neuve. Alors après, bien sûr, c'est à chaque fois du cas par cas, hein, c'est le propre de la réhabilitation, mais ça peut être une possibilité. Ensuite, en termes d'architecture, d'autres choses favorisées parfois par la réhabilitation, c'est tout ce qui est le travail de la spatialité et des volumes. Donc le projet que nous présentera l'agence Bertrand Bichet tout à l'heure, par exemple, c'est une des photos qu'on voit en bas à gauche, la manière de travailler l'accroche au jardin, etc. L'existant a
amené à un travail de volume et à des diversités de hauteur qui auraient peut-être été amenées différemment sur un projet neuf. Donc en tout cas, le partir d'un ancien, qu'on reste dans l'ancien ou qu'on travaille, qu'on y ajoute une extension, ne limite en rien le travail sur la spatialité des lieux. On le voit aussi là par rapport, par exemple, à la réappropriation des combles. Sur le bâti ancien, on est souvent sur des charpentes traditionnelles, donc on n'est pas sur de la fermette qui du coup neutralise un petit peu cet espace-là. Donc l'espace des combles est un espace réellement appropriable et de manière très diversifiée. On le voit par exemple avec une chambre ou avec une pièce de vie et avec des ambiances là encore très différentes. Une autre possibilité, la réhabilitation permet parfois d'accéder à des quartiers ou à des secteurs qui en neuf ne seraient pas accessibles. Ça peut permettre d'accéder à des secteurs où l'intensité urbaine, l'animation urbaine peut être parfois plus dynamique que sur un quartier périphérique. On peut bénéficier d'une proximité aux équipements, aux commerces, aux services. Et c'est vrai que plus ça va, plus les questions de mobilité se posent, etc., plus le choix de la localisation de son habitation, finalement, est une question importante. Et la réhabilitation peut parfois être une réponse à ces questions-là. Alors là, c'était tout, je dirais, on a balayé, alors c'est pas complètement exhaustif, mais en tout cas des éléments d'incitation positive, on va dire, à la réhabilitation. Après, il y a aussi des aspects un peu plus difficiles d'accès. Tout d'abord, le fait que dans notre pays, la question de patrimoine commun est peu partagée. Quand on parle patrimoine, on pense souvent à un monument historique, à un patrimoine exceptionnel. Or, le patrimoine, ce n'est pas que les monuments inscrits ou classés, c'est aussi des bâtiments ordinaires, mais qui, par leur témoignage en référence à des modes constructifs, à des savoir-faire d'une époque, font sens et font identité, font qu'un territoire se distingue d'un autre et font qu'on est non pas dans la banalisation de notre cadre de vie, mais au contraire dans un ancrage dans le contexte. Donc là, vous voyez différents exemples. Par exemple, si je développe un peu plus la petite photo en bas à gauche, on voit que chaque maison individuellement, voilà, c'est une petite maison qui peut sembler modeste, mais par la cohérence urbaine qu'elle constitue, par l'assemblage des trois maisons, constitue patrimoine, constitue rue. Donc du coup, un des enjeux, c'est effectivement d'être en capacité d'identifier quand ce bâti préexistant à partir duquel on va construire son projet fait patrimoine, voir ce qui constitue patrimoine pour du coup pouvoir le préserver, le valoriser et à partir de cet existant, l'enrichir avec une intervention contemporaine. Sur ce sujet-là, j'en profite juste parce que ça a été réactualisé tout récemment. Le CAUE met à votre disposition depuis son site internet tout un ensemble de fiches conseils qui est à notre sens très bien fait, mais vous en jugerez par vous-même. Donc c'est tout ce qui permet justement de comprendre, d'identifier et de repérer en fait au niveau du département les différents types de patrimoine, avec des fiches aussi de techniques et des fiches de conseils d'entretien, de restauration et des exemples également de projets de réhabilitation, d'extension. Donc ça peut être une bonne porte d'entrée pour prolonger l'échange qu'on a aujourd'hui. Là, je passe très vite, il y a beaucoup d'autres outils sur le site du CAUE 44, on pourra y revenir à la fin, mais je vais essayer de respecter mon temps de parole, si je ne l'ai pas déjà dépassé. Et du coup, peut-être pour faire la transition avec l'intervention de Maxime, le principal frein ou probablement la principale inquiétude qui est liée à la réhabilitation, c'est tout ce qui est l'imprévu, les choses qu'on a plus de mal à maîtriser, à anticiper, donc les aléas liés au chantier, puisqu'effectivement, même si on prend la précaution de faire des diagnostics techniques en amont ou des sondages, on n'est pas à l'abri de découvertes ou de surprises en phase chantier. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'anticiper au mieux, de sécuriser au mieux ce risque-là. Et avec la complexité aussi, alors c'est encore autre chose, d'intervenir parfois en site habité et de devoir gérer ces spécificités-là. Donc un conseil à ce stade-là, c'est de toujours savoir s'entourer correctement. Et l'objectif, c'est de vous montrer qu'il y a tout un panel d'acteurs qui sont là pour vous accompagner sur ces projets.